L'application éducative Kalan a été officiellement lancée ce 6 février à Bamako. Cette nouvelle plateforme digitale ambitionne d'accompagner élèves et étudiants vers la réussite scolaire. À Abidjan, avec le corps diplomatique, le président de la Banque africaine de développement a présenté les bases d'une nouvelle architecture financière destinée à réduire le déficit annuel des financements du développement en Afrique, estimé à plus de 400 milliards de dollars. Et nous retrouverons en fin d'édition Mohamed Kenouvi pour la chronique sport du vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Classe surchargée, manque de suivi pédagogique, difficulté d'accès aux cours. Face aux défis du système éducatif malien, le numérique s'impose comme une alternative. C'est dans ce contexte que l'application éducative Kalan a été lancée ce 6 février à Bamako avec pour ambition d'accompagner élèves et étudiants vers la réussite scolaire. Moussa Traoré. Face aux difficultés du système éducatif, des solutions numériques émergent. Au Mali, l'application Kalan se veut une réponse aux problèmes d'accès au contenu pédagogique et au manque d'encadrement scolaire. Lancée officiellement ce jeudi 6 février 2026 à Bamako, la plateforme offre un accompagnement éducatif aux élèves et aux étudiants. On s'est rendu compte, comme je l'ai dit tantôt, il y a souvent des difficultés. Moi-même, ayant été élève et étudiant, j'ai connu des difficultés. Ce problème, c'était quoi ? Quand j'ai eu le bac, toutes mes copines disaient on va faire l'ENA. Je ne savais même pas ce que c'était. L'ENA. Parce que tout simplement, j'ai entendu les autres dire on va faire l'ENA. J'ai dit ok, moi aussi je veux faire l'ENA. Mais j'ai fait un an à l'ENA, mais j'ai rien appris. Parce que pour des problèmes liés au fait qu'on était trop nombreux dans l'amphi, quand l'enseignant ou le prof il donnait les cours, il y avait du bruit, on n'entendait rien. Et c'est pour aussi parler du problème d'orientation. Et Kalan aussi est là pour répondre par exemple à ce besoin-là, à cette problématique. Donc il y a beaucoup de choses que Kalan peut apporter. Et l'innovation aussi, c'est lié à Kalan Bot, c'est le chatbot, l'intelligence artificielle qui va beaucoup accompagner les élèves et étudiants. Contrairement aux méthodes traditionnelles, Kalan mise sur le numérique pour rapprocher le savoir des apprenants. Cours, exercices et accompagnement pédagogique sont accessibles via l'application téléchargeable sur smartphone. Notamment pour notre pays, comparativement aux autres pays, nous sommes au XXIe siècle, à l'ère de numérique aussi. Je pense que cette plateforme ou bien cette application téléchargeable sur Play Store peut contribuer à améliorer les paysages de notre éducation, notamment en fournissant la réponse à des programmes adoptés par notre gouvernement. Et puis encore, ça peut être à la portée des élèves et étudiants sur les téléphones au lieu d'utiliser d'autres applications qui ne peuvent pas contribuer à leur apprentissage. Et ce Kalan va leur permettre notamment de bien télécharger, d'être en contact avec les enseignants, de récupérer les retards d'apprentissage. Si le numérique ne peut à lui seul résoudre tous les problèmes de l'éducation, des initiatives comme Kalan ouvrent néanmoins de nouvelles perspectives. Reste désormais à savoir si cette application parviendra à toucher un large public et à s'inscrire durablement dans le paysage éducatif malien. Notre confrère, directeur de publication du journal L'Alternance, Youssouf Sissoko, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt ce jeudi 5 février. Il est poursuivi notamment pour offense à un chef d'État étranger après la publication d'un article mettant en doute des déclarations du président nigérien Abdourahmane Tiani. Un nouveau dossier judiciaire impliquant un professionnel des médias retient l'attention de l'opinion publique. Ce jeudi 5 février 2026, Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal L'Alternance, a été placé sous mandat de dépôt. L'annonce a été confirmée par l'Association des éditeurs de presse privée, ACEP. Dans son communiqué, l'ACEP indique suivre la procédure de prêt et exprime son soutien moral et professionnel aux journalistes concernés, tout en réaffirmant son respect pour l'action de la justice. Selon les éléments rendus publics, Youssouf Sissoko a comparu devant le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. À l'issue de cette présentation, une détention provisoire a été ordonnée.
Les poursuites seraient liées à un article publié dans le numéro 200 du journal L'Alternance paru le 2 février 2026. 3 infractions sont évoquées dans ces dossiers: la diffusion de fausses informations, l'atteinte au crédit de l'État et l'offense à un chef d'État étranger. L'audience est prévue pour le 9 mars prochain. Selon plusieurs observateurs, au-delà du cas individuel, cette affaire remet au centre du débat la question de la liberté de la presse et de ses limites. Une liberté fondamentale consacrée par la Constitution, mais indissociable des responsabilités professionnelles et du respect des lois en vigueur. Un débat sensible dans un contexte où médias et institutions sont appelés à œuvrer dans un climat de responsabilité et d'apaisement. Justice toujours, le verdict du procès des affaires dites Paramount Embraer n'a finalement pas été rendu ce vendredi. La chambre criminelle spécialisée du pôle national économique et financier a décidé de rebattre le délibéré pour complément d'information, entraînant ainsi la réouverture des débats. La reprise de l'audience est fixée au 23 mars prochain, date à laquelle la Cour prévoit notamment d'auditionner le contrôleur général des services publics et de demander aux sociétés concernées de produire des éléments détaillés relatifs aux contrats examinés. 8 accusés dont l'ordonnance de prise de corps a été suspendue restent toutefois à la disposition de la justice en attendant la poursuite du procès. Je l'annonçais au sommaire, réuni jeudi à Abidjan avec le corps diplomatique. Le président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a présenté les grandes orientations d'une nouvelle architecture financière destinée à réduire le déficit chronique de financement du développement en Afrique, estimé à plus de 400 milliards de dollars par an. Abdulaziz Aïdara. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, a présenté ce jeudi 5 février 2026 à Abidjan sa vision d'une nouvelle architecture financière pour l'Afrique à l'occasion du déjeuner annuel des ambassadeurs. Cette rencontre stratégique lui a permis d'exposer les grandes orientations de son mandat dans un contexte marqué par de fortes incertitudes économiques mondiales. 5 mois après sa prise de fonction, le nouveau président affiche une volonté claire de rupture. Face au corps diplomatique réuni à Abidjan, Sidi Ould a détaillé une feuille de route destinée à répondre aux défis majeurs du financement au développement africain, dont les besoins sont estimés à plus de 400 milliards de dollars par an. Confronté à un environnement international qu'il qualifie de difficile, le président de la Banque africaine entend refonder l'approche financière du continent autour de plusieurs axes prioritaires. Le premier repose sur la mobilisation à grande échelle des ressources à travers un recours accru aux partenaires avec le secteur privé et une meilleure captation d'épargne africaine au service du développement. Le second axe concerne la mise en place d'une nouvelle architecture financière africaine. Sidi Ould plaide pour une réorientation des actifs des fonds souverains et des fonds de pension du continent, estimés à plus de 1000 milliards de dollars, vers des investissements productifs. Dans ce schéma, la Banque africaine ambitionne de jouer un rôle de chef d'orchestre en fédérant les banques régionales, fonds de garantie et caisses de retraite, afin de détourner ces ressources de placement passifs, notamment les bons du trésor et l'immobilier, au profit du financement du développement. En bref, les tensions montent entre la Côte d'Ivoire et le Niger après les accusations formulées par le président nigérien Abdourahmane Tiani, mettant en cause son homologue ivoirien Alassane Ouattara dans l'attaque de l'aéroport de Niamey. En réaction, Abidjan a convoqué l'ambassadeur du Niger pour exprimer sa vive protestation et dénoncer des allégations jugées sans fondement. Le gouvernement ivoirien affirme attendre des preuves de ces accusations, rappelant que l'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique et appelle à une clarification officielle des autorités nigériennes. Ici au Mali, à la suite de la démission collective du comité exécutif de la FEMAFOOT, la FIFA et la CAF ont fixé la procédure à suivre pour la sortie de crise. Les deux instances exigent l'organisation d'une assemblée générale élective et appellent au respect strict des statuts de la fédération. Abdulaziz Aïdara. La FIFA et la Confédération africaine de football ont exigé l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire élective à la Fédération malienne de football, 3 semaines après la démission collective de son comité exécutif. Cette décision a été notifiée au secrétaire général de la Fédération dans une correspondance datée de ce 5 février. Tout en prenant acte de la démission du bureau sortant, les deux instances internationales de football estiment qu'il n'y a aucun vide juridique au sein de la FEMAFOOT.
Elle confie au secrétaire général la conduite d'un processus électoral conformément au statut en vigueur et écarte toute autre option de mise en place d'un comité de normalisation. La FIFA et la CAF rappellent que les commissions électorales mises en place le 15 novembre 2025 demeurent compétentes pour mener le processus à son terme. Elles devront organiser l'élection du nouveau comité exécutif dans le strict respect des textes, tout manquement pouvant exposer le Mali à des sanctions internationales. Enfin, les deux institutions appellent à la coopération de toutes les parties prenantes afin de garantir une transition apaisée et l'élection d'un nouveau comité exécutif pour un mandat de 4 ans. La FIFA annonce par ailleurs qu'elle assurera un suivi étroit du processus électoral et déploiera des représentants lors du scrutin. Et avec Mohamed Kenouvi, le reste de l'actualité sportive. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors nous avons le programme de la 13e journée de la Ligue 1 Pro. Oui, cette 13e journée a démarré ce vendredi avec deux affiches. L'USFAS s'est imposé 2-1 devant le FC Malikoura, tandis que dans l'autre rencontre, Derby Academy et Afrique Football Elite se sont séparés dos à dos sur le score d'1 partout. 3 rencontres sont à suivre demain, samedi, toutes à partir de 16h au stade Mamadou Konaté. L'US Bougouba sera face à l'AS Real de Bamako. Les 11 créateurs de Niarela vont en découdre avec Binga FC au stade Wenzin Koulibaly. Et du côté de Bougouni, l'US Bougouni donne rendez-vous à l'AS Bakaridjan. Encore engagés en compétition CAF ce week-end, le Stade Malien et le Djoliba AC joueront leur match de cette 13e journée à une date ultérieure. Ligue des Champions donc, le Stade Malien proche de la qualification. Oui, le Stade Malien reçoit ce dimanche Espérance de Tunis pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe. Le match est prévu au stade du 26 mars de Bamako à partir de 16h. Leader du groupe D avec 8 points et invaincus depuis le début de la compétition. Les Blancs de Bamako sont à 90 minutes d'une qualification historique pour les quarts de finale pour leur toute première participation en Ligue des Champions au CAF. En effet, en cas de victoire face à l'Espérance de Tunis ce dimanche, le Stade Malien décrochera son billet pour la suite de la compétition et serait même assuré de terminer premier du groupe D, quels que soient les résultats de la dernière journée. À noter que même un match nul pourrait suffire aux Blancs de Bamako pour terminer au moins à la 2e place de ce groupe D. Et les Rouges de Bamako pour sauver l'honneur à la Coupe CAF. Oui, en se déplaçant ce dimanche au Maroc pour affronter l'OC Safi à partir de 19h, le Djoliba AC, contrairement au Stade Malien de Bamako, n'a plus rien à jouer dans la compétition, si ce n'est chercher à sauver l'honneur en signant sa toute première victoire en 5 matchs. En effet, à l'issue de leur match nul et vierge dimanche dernier à Bamako face à l'USM Alger et de la victoire de l'OC Safi face au FC San Pedro, les Rouges de Bamako sont officiellement sortis de la course à la qualification pour les quarts de finale. Avec un seul point en 4 journées, le Djoliba AC ne peut plus donc prétendre aux 2 premières places qualificatives du groupe. L'objectif de cette fin de campagne pour les Rouges de RMA Kono sera donc de remporter au moins leur dernier match prévu dans une semaine à domicile face au FC San Pedro de la Côte d'Ivoire, s'ils n'y arrivent pas déjà ce dimanche face à l'OC Safi. On termine donc par l'athlétisme. Bernard Kibet-Kouech suspendu pour 4 ans pour dopage. Oui, effectivement, l'unité d'intégrité de l'athlétisme a annoncé hier jeudi la suspension pour une durée de 4 ans pour dopage du Kenyan Bernard Kibet-Kouech, finaliste du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'athlète de 26 ans a en effet été condamné pour des anomalies dans son passeport biologique, je cite, très probablement liées à des manipulations sanguines, fin de
citation, en particulier concernant des échantillons de son sang collectés entre février 2020 et août 2024. Tous ces résultats obtenus du 26 juin 2024 au 10 juin 2025 ont donc été annulés. À noter tout de même que l'athlète kenyan, qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et expliqué que cela était dû à une infection au Covid-19, la prise de compléments de fer et à l'entraînement en altitude peut encore faire appel de cette décision. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Marie-Tou. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Voilà, c'est ce qui les ferme, ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.